Quelle étrange série que The Acolyte. J'ai attendu le final pour y revenir afin d'avoir une vision complète de cette première saison. Il est étonnant de trouver autant de potentiel et de ratés dans une seule et même série, à tel point que cette saison ferait sans doute un excellent objet d'étude dans les formations d'écriture et de réalisation. Si vous aviez le moindre doute, cette vidéo sera un open bar au spoiler, donc à consommer sans modération certes, mais après avoir vu la saison 1 dans son intégralité surtout, avant d'aller plus loin, pensez au pouce en l'air et à l'abonnement avant que je fasse renifler vos sous-vêtements à Basile le Tracker. Justement, je parle de saison 1, mais il est on ne peut plus clair que des pistes ouvrent vers une saison 2. À l'heure actuelle, rien n'est officiel dans un sens ou dans l'autre, on sait juste que des conversations ont lieu sur la question. Au fil des précédents épisodes, j'ai pris parfois la posture de défendre certains aspects de cette série, qui n'est pas l'ignoble tas de détritus que décrivent certains, mais ce n'est pas pour autant que je suis aveugle à ses défauts notables. Même si on peut avoir des préférences pour telle ou telle inspiration, il me semble qu'il serait injuste de ne pas reconnaître au moins à la série une belle réussite sur ses scènes de combat, tout particulièrement celle de Kymir, dont on apprécie l'affrontement contre Sol dans le final de la saison. Les inspirations Uxia restent incontournables et le résultat est très plaisant à l'écran. On ne peut que souligner aussi combien Sol est un Jedi puissant au combat puisqu'il prend le dessus 2 fois sur un Kymir qui a prouvé auparavant combien il était redoutable. L'autre grand point fort de la série, c'est la façon dont elle creuse certains aspects du lore pour construire son intrigue. On a une vergence sur Brendog, c'est-à-dire une sorte de nexus naturel de force, qui permet notamment de canaliser nettement plus de force que ne le pourrait un individu dans un lieu normal. C'est cette vergence qui explique certainement l'installation de la communauté de sorcières sur la planète. Anicea est la plus puissante d'entre elles, et elle est parvenue à créer la vie au travers de la force. Néanmoins, comme expliqué par la showrunner, cette tentative reste balbutiante et loin d'être comparable à ce que sera plus tard Anakin Skywalker. La fascination des Sith pour la manipulation de la vie au travers de la Force est bien connue dans le lore, et en premier lieu, celle de Darth Plagueis qu'on entrevoit enfin dans cet épisode, alors qu'il observe Kymir et Osha. Ce personnage fascine bon nombre de fans de Star Wars depuis La Revanche des Sith, et ce qu'il a pu accomplir avec ses terribles expériences du côté obscur pour vaincre la mort est un sujet des plus passionnants. La série ne laisse que peu de doute quant au lien qui existe entre la création des jumelles, qui n'en sont pas d'ailleurs, via la Force, et les fameuses expériences de Darth Plagueis. Si la présence de Darth Plagueis dans ce final confirme plusieurs théories plutôt attrayantes, et par exemple que la scène se déroule certainement sur la planète Baldemnik, sur laquelle Darth Plagueis a tué Darth Tenebrous, ce n'est pas pour autant que tout est rose. Et oui, on ne peut pas simplement s'extasier tout ça parce que la série nous montre Darth Plagueis en mode Pookie de la crevasse pendant 5 secondes, ou les oreilles de Yoda en dernière image de saison, pour faire genre « attention les yeux, vous allez voir ce que vous allez voir si on valide une saison 2 ». Ce ne sera qu'une redite d'une grosse réserve largement évoquée et partagée concernant cette saison, mais le découpage des épisodes n'est pas adapté au rythme de diffusion de la série. Les épisodes sont trop courts et bon nombre d'entre eux en deviennent frustrants. Peut-être que 4 épisodes d'1 heure auraient été plus bénéfiques à la série, sachant que ce n'est pas le seul élément qui vient freiner l'implication du spectateur, malheureusement. Le questionnement proposé sur les failles inhérentes à l'ordre Jedi est intéressant, mais le traitement scénaristique de cette thématique reste parfois superficiel ou voire frôle le ridicule, notamment dans l'épisode 7 avec le padawan Torbin. On apprend qu'il ne supporte pas la durée de la mission et qu'il veut rentrer chez lui, seule et unique motivation pour ne pas obéir aux ordres, et avec le concours de Sol causé un véritable désastre et la mort de dizaines de personnes qui n'ont à aucun moment demandé ou eu besoin de l'intervention des Jedi. Outre la caricature assez consternante de Torbin, on a donc Sol, qui est un personnage nettement plus ambigu et intéressant, mais qui souffre d'une explication un peu boiteuse pour sa décision fatidique d'aller récupérer Osha en pleine nuit. D'un côté, il va prendre au premier degré la description faite par une enfant d'un rituel secret et complexe qu'elle a de toute évidence mal compris pour déduire qu'il y aura un sacrifice, et ensuite il se jette sur l'excuse du profil identique des deux sœurs pour laisser libre cours à ses sentiments et son intuition qui l'induisent finalement en erreur. Le geste le plus fatidique qui ne permet plus aucun retour en arrière, c'est bien Sol qui le commet quand il tue Anicea alors qu'elle tente de se transformer en une sorte de nuage de force pour échapper à la menace physique et en protéger ses enfants. Quoi qu'il en soit, l'épisode 7 était maladroit et il ne l'était pas forcément dans le déroulement ou dans cette idée de creuser l'idée d'un groupe de Jedi qui commet une erreur et masque la vérité. En revanche, il l'était dans toutes ses redites avec l'épisode 3 et son incapacité à générer la moindre excitation.
De manière plus générale, les dialogues étaient relativement faibles et les personnages d'Osha et Mae ont perdu de leur attrait et intérêt, je trouve, au fil de la saison, comme si elles se désagrégeaient ou se fondaient l'une en l'autre. En soi, puisqu'elles sont sur le principe la même personne de base, ce n'est pas inintéressant sur le papier, mais à l'écran on a perdu en substance et en émotion au fur et à mesure, jusqu'à aboutir à la décision incompréhensible et sortie de nulle part, consistant à effacer la mémoire de Mae. D'une part, si Kimir et Osha sont capables de s'enfuir, aucune raison de penser que Mae ne le puisse pas. L'espoir de ne plus être poursuivi après la capture de Mae n'a aucun sens puisque Kimir a senti Venestra et réciproquement, il doit forcément se douter que son ancienne maître Jedi va le traquer. D'autre part, c'est un choix d'une extrême cruauté et je ne comprends absolument pas ce qui pourrait pousser l'une ou l'autre des sœurs à l'accepter, ni même à l'envisager. Les personnages ayant le plus de présence à l'écran étaient, dans l'ordre de ma préférence, Kimir, Indara, Sol, Anicea et Vernestra. Jeki et Jord Fandar avaient du potentiel, mais on les a assez peu vus. On manquait de quelque chose pour Osha et Mae. Je pense que le jeu moyen de l'actrice n'a pas été aidé par un script tout aussi moyen ou parfois mauvais. Du côté du ridicule, on a bien sûr Basil, le fameux tracker dont on a du mal à comprendre les motivations et qui semble exister sur un plan d'existence parallèle, celui de Sol, dont ces deux-là manquent totalement d'interaction. On se demande si Sol était sur le point de détruire le vaisseau en fuite de Mae ou s'il cherchait à le mettre dans le champ d'action d'un rayon tracteur. Quoi qu'il en soit, Basil flaire un truc louche et le sabote, et aucune interaction ou réaction n'en découle entre les deux personnages, c'est très bizarre. Pour en revenir à Vernestra, il est intéressant de constater qu'elle maintient le mensonge, même si c'est sous une forme différente, pour tenter de protéger l'ordre Jedi et ses propres fesses, puisqu'elle n'évoque jamais publiquement son ancien élève qui s'est tourné vers le mal, Kimir. Outre le fait qu'elle utilise la même phrase pour parler de lui qu'Obi-Wan le faisait pour évoquer Anakin, on a presque la confirmation que la blessure qu'a Kimir dans le dos provient bel et bien du fouet laser de Vernestra. La démarche entamée en cours d'épisode par Vernestra, alors qu'on se demande avec qui elle est en communication, trouve une explication à la toute fin lorsqu'elle obtient une audience auprès de Maître Yoda. De mon point de vue, c'est une scène qui manque de subtilité et de confiance. On ne termine pas une saison sur la promesse d'un éventuel caméo de Yoda, on l'intègre à la saison, ou on ne l'intègre pas, c'est tout. Du côté de Darth Plagueis, impossible pour le moment de savoir s'il est le maître de Kimir ou si Darth Tenebrous est encore en vie et que Kimir est un apprenti rival de Darth Plagueis. Autre option, Kimir n'est pas vraiment un Sith, mais je trouverais la coïncidence vraiment trop énorme que Kimir vienne spécifiquement sur cette planète sans savoir ou sentir que Plagueis s'y trouve. Quoi qu'il en soit, quitte à tout donner pour une première saison, comme le disait Leslie Headland, showrunner, autant le faire véritablement et ne pas jouer sur un teasing de 5 secondes. Si on voit Plagueis, il faut lui donner un véritable rôle décisif dans l'épisode et ne pas se contenter de ce teasing qui pourrait ne jamais aboutir à rien s'il n'y a pas de saison 2. Osha est donc particulièrement puissante et celle qu'on percevait comme la plus douce se retrouve à apprendre le côté obscur dans un revirement qui ne surprend pas et qu'on pressentait dès la fin de l'épisode 5. Lorsque Kimir doit faire appel à toute sa puissance pour parvenir à lui enlever le casque, c'est bien la force d'Osha qui se manifeste, prenant la forme du pouvoir que sa mère avait déjà utilisé sur Torbin. Plus tard, cette puissance s'exprime pleinement outre la mort de Sol par le saignement du cristal Kyber qui passe du bleu au rouge. C'est un processus auquel le cristal résiste et qui demande une grande maîtrise de la force chez un Sith généralement. Finalement, l'épreuve consistant à tuer un Jedi sans arme était littérale et demande bien plus de puissance que n'est censé en avoir n'importe quel acolyte. L'idée de tuer symboliquement Sol en le faisant déchoir de ses principes semblait plus subtile et intéressante, mais d'une certaine manière, c'est aussi un peu ce à quoi nous avons assisté, d'autant plus avec le sort qui est réservé à sa réputation après sa mort. En résumé, je ne pense absolument pas que la série cause du tort à tel ou tel canon de Star Wars, au contraire, elle s'en nourrit et vient poser quelques pistes pour l'enrichir. L'idée d'explorer la faillibilité de l'ordre Jedi n'est en rien choquante, puisque c'est justement ce carcan idéologique sur le rejet total des émotions et une vie monacale qui participera à jeter l'élu dans les bras du côté obscur bien des années plus tard. De ce point de vue, l'initiative du sénateur Ravenport, qui souhaite la mise en place d'un contrôle extérieur à l'ordre pour encadrer ses prérogatives, semble plutôt pertinente et justifiée. Les mensonges du groupe d'Indara, puis de Vernestra, ne faisaient que donner raison au sénateur. Ceci étant, l'acceptation d'Osha de la façon de faire et de penser de Kimir repose sur des bases très fragiles, même si les fondations avaient été posées auparavant, c'est vrai, sur le besoin d'Osha de lier force et émotion. Disons qu'on passe un peu vite sur le côté meurtrier sanguinaire de Kimir. La série a pour elle d'oser tuer de nombreux personnages, dont le principal ou presque. Elle dresse aussi avec succès le portrait d'un Jedi éminemment ambigu en la personne de Sol, qui pourra faire l'objet de nombreuses discussions à venir. On aurait à n'en pas douter de bons arguments des deux côtés pour tenter de déterminer à quel point il a échoué en essayant de bien faire,
ou à quel point il s'est menti à lui-même toute sa vie en laissant finalement se craqueler le vernis du noble Jedi au cœur pur. Au final, cette série Star Wars fortement desservie par son découpage et diverses lacunes reste à mes yeux plus intéressante que le livre de Boba Fett, pas difficile, ou même potentiellement que la série Obi-Wan pour se situer un peu en dessous d'Ahsoka peut-être. Cependant, elle est loin d'être assez aboutie pour être comparée aux meilleures séries actuelles, quel que soit le genre. Or, dans une époque de démultiplication du contenu et lorsqu'on représente un univers aussi emblématique que Star Wars, il est délicat de ne finalement proposer qu'une œuvre inégale et moyenne, en bénéficiant pourtant d'un budget très important. J'y vois un véritable potentiel, mais je doute que l'ensemble soit assez abouti pour convaincre le plus grand nombre de choisir cette série plutôt qu'une autre, ou d'attendre impatiemment une suite. Imaginons, on prend la seconde équipe et les coordinateurs cascades de The Acolyte. On trouve des scénaristes qui ont envie de tout casser et d'aller vers de l'action dans une bonne période de la saga, sans aucun rapport avec les Skywalker, et on va piocher du côté de certains personnages mythiques. Eh bien, je pense qu'il y a moyen de performer. Simple, basique. Sinon, on va simplement attendre Andor saison 2 en espérant que le miracle se reproduise. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines aventures. Salut!